Au cœur du 1er siècle de notre ère, les terres brumeuses de la Bretagne insulaire étaient un creuset de tribus, celtes farouchement indépendants. Parmi ces tribus, les Icènes, qui occupaient la région aujourd'hui connue sous le nom de Norfolk, vivaient dans une alliance précaire avec le puissant empire romain. Leur roi, Prasutagus, était un homme pragmatique qui avait choisi de coopérer avec Rome pour préserver une part de l'autonomie de son peuple. Il avait amassé une richesse considérable, espérant que sa loyauté et sa fortune garantiraient la sécurité de sa lignée. Dans son testament, Prasutagus nomma l'empereur romain comme cohéritier aux côtés de ses 2 filles, une manœuvre désespérée pour protéger son royaume. Cependant, à la mort du roi vers l'an 60, les autorités romaines locales ignorèrent ses dernières volontés avec un mépris total. Le procurateur Catius Decianus considérait le royaume icène non comme un allié, mais comme un territoire conquis à piller. Les terres et les biens de la noblesse icène furent confisqués, et le royaume fut traité comme un butin de guerre. La reine Boudica, veuve de Prasutagus, protesta courageusement contre cette injustice flagrante. Pour toute réponse à sa résistance, elle fut publiquement fouettée, un acte d'une humiliation insupportable pour une reine celte en père. Pire encore, ces 2 jeunes filles furent violées par des esclaves romains, une atrocité conçue pour briser son esprit et anéantir sa lignée. Mais au lieu de la briser, cette cruauté inimaginable alluma en Boudica un feu inextinguible de vengeance. Son chagrin personnel se mua en un cri de ralliement pour tous les peuples opprimés de Bretagne. Elle parcourut les territoires, sa chevelure rousse flottant comme une bannière de guerre, sa voix puissante dénonçant la tyrannie de Rome. Les Icènes, ainsi que leurs voisins les Trinovantes, répondirent en masse à son appel à la révolte. Une armée massive, estimée à plus de 100 000 hommes et femmes, se rassembla sous sa bannière. Leur première cible fut Camulodunum, l'actuel Colchester, la capitale de la Bretagne romaine et un symbole de l'oppression. La ville abritait une colonie de vétérans romains qui traitaient la population locale avec une arrogance insupportable. La garnison romaine de Camulodunum était faible, la plupart des légions étant engagées dans une campagne au nord du pays de Galles. Le gouverneur Suetonius Paulinus menait une offensive contre l'île de Mona, un bastion des druides d'Iswistead. Les rebelles déferlèrent sur Camulodunum avec une fureur apocalyptique, ne rencontrant que peu de résistance. La ville fut systématiquement pillée, incendiée et rasée jusqu'aux fondations. Les habitants romains et leurs sympathisants furent massacrés sans pitié, victimes de la vengeance accumulée. Les derniers défenseurs se réfugièrent dans le temple dédié à l'empereur Claude. Mais le siège ne dura que 2 jours. Le temple fut incendié, s'effondrant dans un brasier spectaculaire qui symbolisait la chute du pouvoir romain. Une légion romaine, la Legio Neuve Hispana, tenta de venir au secours de la ville, mais elle fut prise en embuscade. L'infanterie de la Légion fut presque entièrement anéantie. Seul le commandant et sa cavalerie parvinrent à s'échapper. La nouvelle de la destruction de Camulodunum et de la défaite d'une légion sema la panique parmi les Romains. Le procurateur Catius Decianus, dont la cupidité avait déclenché la révolte, s'enfuit honteusement en Gaule. Boudica, enhardi par sa victoire, tourna alors son regard vers Londinium, l'actuel Londres. Londinium était un centre commercial prospère et en pleine croissance, mais elle n'était pas fortifiée. Suetonius Paulinus, ayant appris le désastre, marcha à marche forcée pour tenter de sauver la ville. En arrivant, il réalisa qu'il n'avait pas assez d'hommes pour défendre Londinium contre la horde de Boudica Pontia. Il prit la décision déchirante d'abandonner la ville pour sauver son armée et pouvoir combattre un autre jour. Les habitants qui choisirent de rester ou ne purent fuir connurent le même sort que ceux de Camulodunum. Londinium fut réduite en cendres, un épais nuage de fumée marquant sa destruction sur des kilomètres à la ronde. Les archéologues ont retrouvé une épaisse couche de cendres rouges, témoignage silencieux de la fureur de Boudica. Après Londinium, l'armée rebelle se dirigea vers Verulamium, aujourd'hui Saint-Albans. Verulamium, une autre ville pro-romaine, subit le même traitement impitoyable. En quelques semaines, 3 des plus importantes cités romaines de Bretagne avaient été anéanties. Le nombre de morts romains et pro-romains est estimé entre 70 et 80 000. La révolte de Boudica était devenue la plus grande catastrophe de l'histoire de la Bretagne romaine. Pendant ce temps, Suetonius Paulinus regroupait ses forces, se préparant à la confrontation inévitable. Il choisit soigneusement son champ de bataille, un défilé étroit avec une forêt protégeant ses arrières.
Cette position empêcherait les Bretons d'utiliser leur supériorité numérique écrasante pour l'encercler. L'armée romaine comptait à peine 10 000 hommes, mais c'étaient des soldats professionnels et disciplinés. L'armée de Boudica, bien que massive, était une coalition hétéroclite de guerriers tribaux, pas une force de combat unifiée. Et les Bretons étaient si confiants en leur victoire qu'ils avaient amené leur famille pour assister au spectacle. Boudica harangua ses troupes depuis son char, accompagné de ses filles, rappelant les injustices subies. Elle déclara qu'elle se battait non pas pour sa noblesse perdue, mais pour sa liberté, pour son corps meurtri et pour la chasteté de ses filles. Suetonius, de son côté, rappela à ses hommes que leur survie et l'honneur de Rome dépendaient de leur courage. La bataille commença par une charge massive et désordonnée des Bretons, leurs cris de guerre faisant trembler la terre. Les Romains attendirent calmement, protégés par leurs murs de boucliers. À portée, les légionnaires lancèrent leurs javelots, puis là, avec une précision dévastatrice. Les javelots étaient conçus pour se plier à l'impact, rendant les boucliers ennemis inutilisables. Puis, les Romains avancèrent en formation de coin, une machine à tuer disciplinée et implacable. Dans le combat rapproché, le glaive court des Romains était bien supérieur aux longues épées des Celtes dans la mêlée, dans ce point. La supériorité tactique et l'équipement des Romains commencèrent à faire des ravages terribles. Les Bretons, incapables de percer la ligne romaine, commencèrent à flancher et à paniquer. Leur retraite fut bloquée par leur propre convoi de chariots, créant un piège mortel. Les Romains, ne faisant aucun quartier, massacrèrent non seulement les guerriers, mais aussi les femmes, les enfants et même les animaux de bas. La plaine fut jonchée de dizaines de milliers de corps, un monument macabre à une rébellion écrasée. Point. Boudica, voyant la défaite totale de son peuple et refusant la capture, choisit la mort. La défaite fut totale, et la vengeance de Rome fut rapide et brutale. Suetonius déchaîna ses légions sur les tribus restantes, pillant et brûlant sans pitié pour éteindre toute étincelle de résistance. La famine s'ajouta au massacre, car les Bretons avaient négligé de semer leur récolte, s'attendant à se nourrir du butin romain. La brutalité de la répression fut telle que Rome envoya un nouveau procurateur, plus conciliant, pour apaiser la province. La révolte de Boudica, bien qu'écrasée, laissa une cicatrice profonde dans la mémoire de Rome. Elle avait prouvé qu'une femme, poussée à bout, pouvait faire trembler les fondations du plus grand empire du monde. Au fil des siècles, Boudica est devenue une icône, une légende et un puissant symbole national. À l'époque victorienne, elle fut ressuscitée comme un parangon de la puissance et de la fierté britannique, une reine guerrière éponyme. Son histoire est un rappel éternel de la lutte pour la liberté contre l'oppression. Elle incarne la fureur d'une mère, la dignité d'une reine et le courage d'une guerrière. Bien qu'elle ait brûlé Londres jusqu'aux fondations, une statue d'elle se dresse aujourd'hui près du Parlement, un paradoxe de l'histoire. Son nom, qui signifie « victoire », résonne encore comme un témoignage de sa volonté indomptable. La reine celte qui a défié un empire est devenue immortelle, son héritage tissé dans le tissu même de l'histoire britannique. Point.